Moi, je bouffe du contenu matin, midi et soir. Je parle d'accroche, de format, de montage, de comment est-ce que je capte l'attention sur Instagram et je la redirige vers mon activité pour en faire un vrai canal de vente. Moi, ça me fait toujours un peu rire quand je vois des coachs Instagram à 120 abonnés, tu vois. Je dis, bon, bah en fait, tu coaches qui sur quoi Franchement, je me mets au défi de trouver un domaine, un secteur d'activité sur lequel il y a personne sur Insta et ça marche pas et il n'y a pas déjà des preuves qu'il y a un truc intéressant à faire. En fait, il faut toujours se dire, c'est quoi la promesse de ton compte sur Insta ? Pourquoi est-ce qu'un inconnu devrait cliquer sur je m'abonne ? Le tunnel classique, c'est je me fais connaître avec des reels, j'échange en DM, je propose un appel. Moi, je suis parti d'un constat simple, c'est que les gens, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Montrer mon assiette ou ce que j'aime, où j'habite, où j'ai fait ci ce week-end, etc. Je m'en tape. Tout le monde veut percer sur les réseaux, faire des vues, gagner des abonnés, devenir plus visible. Mais le problème, c'est que les vues ne paient pas les factures. On connaît tous quelqu'un qui a 100 000 abonnés et qui galère à avoir des clients. Et à l'inverse, certains comptes minuscules génèrent un vrai business. Alors la vraie question, ce n'est pas comment faire plus de vues, c'est comment transformer du contenu en client. Mon invité du jour travaille exactement là-dessus. Maxence Tison accompagne des entrepreneurs et des indépendants à utiliser Instagram comme un vrai canal d'acquisition. Avec lui, on va parler de stratégie de contenu, conversion et surtout monétisation. Bref, comment transformer Instagram en machine à business. C'est parti. Salut Maxence. Salut Pauline. Ça va bien ? Ouais, ça va très bien et toi ? Content Content d'être là avec toi. Écoute, je suis ravie de te Merci recevoir. Pour l'invite. Merci, je suis ravie de t'avoir sur Book and Talk. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer rapidement ce que tu fais, les entrepreneurs que tu accompagnes et quelle est en fait la problématique que tu aides à résoudre ? Ouais, avec grand plaisir. Donc, je m'appelle Maxence Tison et mon métier, c'est d'aider les entrepreneurs, effectivement, à trouver des clients grâce aux réseaux sociaux. Pour donner un petit peu de background à pourquoi j'en suis arrivé là, moi, j'ai travaillé pendant 5-6 ans dans les boîtes tech, chez Google et après chez TikTok. Et mon métier, c'était de littéralement vendre de la pub sur ces plateformes-là, donc aller voir les annonceurs, donc les marques qui font des publicités pour dire investissez en pub sur Google et derrière TikTok, pour trouver des clients. Et en fait, j'en suis parti il y a maintenant 5 ans, avec l'idée de me dire, faire des pubs, c'est cool, mais il y a quand même un meilleur usage à faire, je trouve, sur les réseaux. Et en partant du constat que, en fait, personne n'ouvre Instagram pour se manger des pubs, mais on ouvre Instagram, et je parle d'Instagram, mais c'est valable pour tous, pour avoir du contenu qui nous intéresse, qui nous éduque, qui nous transmet de l'émotion, qui nous fait rire. Bref, des choses pour lesquelles qu'on a envie de regarder. Et donc, c'est un peu en partant de ce constat que je me suis dit, moi, c'est plutôt ce truc-là que j'ai envie de creuser et que j'ai envie de développer comme vrai canal d'acquisition pour les business. Aujourd'hui, évidemment, je dis pas que l'Ads, c'est nul et il faut faire de l'organique. Bien souvent, les deux fonctionnent bien ensemble et encore mieux, ton organique va mieux marcher si tu fais de l'Ads et ton Ads va mieux marcher si tu fais de l'organique. Mais donc, ouais, c'est ça mon métier. J'accompagne principalement des profils, des solopreneurs ou plutôt des relativement petites structures à communiquer sur les réseaux. Et moi, j'ai un positionnement qui est très orienté autour de la marque personnelle, le personal branding, où j'aide des gens qui communiquent en leur nom propre, comme tu le fais entre autres, d'ailleurs, toi, Pauline, sur LinkedIn, beaucoup, et aussi sur Insta. Très peu. Enfin, pour le coup, tu vois, c'est pas... Mais ça arrive fort, je le sens. Ouais, mais tu vois, c'est moins... Ouais. J'allais dire, Toi, t'es très branché LinkedIn. Ouais. Mais parce qu'aujourd'hui, ma cible est sur LinkedIn beaucoup. Bien sûr, ouais. Donc, après, tu vois, en fait, c'est ce qu'on disait en préparant le podcast, c'est que ce que je fais moi sur LinkedIn, toi, tu le fais sur Insta. Ouais. Et vice-versa, quoi. Ouais, donc, exactement. Mais parce que toi, t'es plus, solopreneur. Ouais, peut-être sur des niches différentes aussi, tu vois. Toi, t'es sur une niche qui est très, très, très présente sur LinkedIn et très active, et ça a beaucoup de sens que tu parles de ces sujets sur LinkedIn. Mais donc, ouais, voilà quel est un peu mon quotidien. Donc, moi, je bouffe du contenu matin, midi et soir. Je parle d'accroche, de format, de montage, de comment est-ce que je capte l'attention sur Instagram et je la redirige vers mon activité pour en faire un vrai canal de vente. Et j'imagine que c'est le programme de ce sur quoi tu vas me cuisiner Exactement. aujourd'hui. Moi, ce que j'aime bien dans ton contenu, c'est que oui, tu accompagnes les infopreneurs, les solopreneurs, etc. à optimiser leur personal branding pour avoir des clients sur Instagram. Mais tu fais aussi beaucoup. C'est-à-dire que tu te mets en scène, tu montes des tutos, Ouais. tu crées en fait...
Souvent, les gens qui sont experts, ou en tout cas qui se disent experts, ils ont moins d'abonnés que les gens qui les accompagnent. En fait, ils mettent pas en place ce qu'ils vendent. Ouais. Et toi, tu es un des rares, et c'est pour ça que je voulais que ce soit toi qui sois là sur le podcast pour parler d'Instagram, c'est que tu fais vraiment. Tu vois, tu génères beaucoup de vues, tu as beaucoup d'abonnés, tu vois, là, tu es à fond dans l'IA pour la création de contenu, tu suis en plus les modes actuels, etc. Donc, je trouve que c'est assez fort ce que tu fais, donc bravo. Et c'est vrai que ça a été un truc que je me suis dit dès le début, tu vois, si je veux... Partant de ce constat, tu vois, en quittant TikTok, en me disant, en fait, mais l'organique, c'est trop génial, entre guillemets, il y a un truc à faire, je veux aller dedans. Je me suis dit dès le début, si je veux comprendre ce monde-là, il faut avant tout que j'en sois un acteur, il faut que je sois moi-même les mains dans le cambouis de la création de contenu, et c'est ce qui me rendra crédible derrière. Et parce que, on en parlait en off aussi, de dire... moi, ça me fait toujours un peu rire quand je vois des coachs Instagram à 120 abonnés, tu vois. Je dis, en fait, tu coaches qui sur quoi Pas lui, en tout cas. Ouais, c'est ça, bien sûr. Donc, après, je dis pas que voilà, tu peux avoir ce syndrome du cordonnier mal chaussé, etc. Mais je pense que c'est important, dans un domaine comme celui-ci, de soi-même être acteur et de pas juste avoir sa posture dans sa tour d'ivoire, de dire je connais tout, vous allez faire ci, ça, etc. Moi, littéralement, tous les jours, je suis... moi aussi en train de poster, en train de dire tiens ça marche, ça marche pas, je me suis mangé un four sur ça et ça à l'inverse ça cartonne, donc c'est le truc du moment, etc. Et c'est un kiff aussi personnel, tu vois, de se challenger dans ce domaine-là. Donc ouais, ça a été un truc que j'ai fait dès le début et que j'ai jamais lâché. Ouais. Et tu dis souvent qu'Instagram est aujourd'hui le réseau avec la meilleure combinaison entre crédibilité, découvrabilité et conversion. Pourquoi Instagram plutôt qu'un autre réseau ? En sachant qu'en plus, tu as travaillé chez TikTok. Ouais. Donc, tu aurais pu te dire, je sais de l'intérieur comment ça marche. Et tu as dit non, je vais sur Insta. Ouais. Pourquoi ? On pourrait, tu vois, dessiner un petit tableau, un petit graphe avec du plus ou moins crédible et du plus ou moins facile à se faire connaître. Tu vois, tu as des réseaux, notamment TikTok pour en parler. C'est un réseau sur lequel il est, j'ai presque envie de dire, facile de se faire connaître, de faire beaucoup de vues, etc., voire même d'augmenter le nombre d'abonnés. Par contre, pour aller convertir derrière et faire en sorte que ça devienne des clients, là, je le mettrais plutôt en bas, tu vois, sur ce graphe-là. Tu as d'autres réseaux sur lesquels, je pense à YouTube par exemple, tu es très crédible. Si tu arrives à avoir une belle audience qui te suit, tu partages de la bonne valeur, etc., c'est relativement facile, encore une fois, je mets des guillemets, mais transformer ça en business. Et après, tu vois, on en parlait, tu as deux réseaux qui, pour moi, cochent un peu les deux cases, c'est LinkedIn et Instagram. Pourquoi Instagram ? Parce que, et je l'ai vécu d'ailleurs personnellement, tu vois, j'ai commencé par... percé entre guillemets sur TikTok et au début ça marchait pas trop Instagram et quand j'ai eu le switch où ça y est Instagram j'ai compris le truc et ça a bien marché, j'ai senti une énorme différence aussi bien dans mon business que ce que ça m'a apporté en nombre de clients, en nombre de prospects, etc., mais aussi avant tout en perception et en crédibilité. Je veux dire un truc con, mais tu dis à quelqu'un t'as 10 000 abonnés sur TikTok, ils sont fous, tu vois, ça veut rien dire. T'as 10 000 abonnés sur Instagram, tu dis ah tiens, pourquoi et tout, ça vient d'où, qu'est-ce que tu fais, enfin, ça attise la curiosité. Donc il y a peut-être un truc purement impalpable et peut-être même d'ego, tu vois, derrière, mais toujours est-il que ça a un impact sur la perception des gens et donc sur les potentielles opportunités que tu peux avoir derrière. Donc Instagram plus fort que d'autres réseaux sur ça. Et après, Instagram fait partie des rares outils, des rares plateformes à offrir une palette assez complète de fonctionnalités pour toucher en fait tes prospects à différents chemins, à différentes étapes dans leur parcours de conversion. Je m'explique, tu vas avoir dans un premier lieu les Reels pour te faire connaître auprès de personnes qui ne te connaissent pas du tout, qui n'ont jamais entendu parler de toi. Tu vas avoir derrière des contenus comme des carousels et des stories qui vont plus s'adresser aux gens qui te connaissent déjà, avec qui tu vas essayer de renforcer justement ta crédibilité, de montrer que en fait la personne qu'ils ont vue dans un Reels il y a 2 semaines, elle a entre guillemets, elle en a dans le crâne, elle a des choses intéressantes à te proposer. Et après, tu as la fonctionnalité de DM aussi sur Instagram qui est très utilisée et qui est assez puissante. Sur LinkedIn, c'est pareil, tu peux aussi aller assez loin là-dedans. Il y a la conversion se fait beaucoup dans les messages sur LinkedIn, sur Instagram, c'est pareil. Et en plus de ça, avec des outils comme ManyChat aujourd'hui qui sont assez poussés, tu peux faire des choses assez fortes en automatisation et donc en vente derrière. Donc depuis, j'ai jamais entendu parler de Pauline, je sais pas qu'elle existe, jusqu'à j'ai envie de travailler avec Pauline, mais en fait, tu peux faire toutes les étapes de ce parcours directement sur Instagram et sans quitter. Là où sur d'autres plateformes, tu vois, typiquement TikTok, pas trop utiliser les DM, tu vas vite rediriger les gens vers d'autres plateformes. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que, que ce soit sur TikTok ou YouTube,
Il y a beaucoup de créateurs qui vont dire « Ah, venez me suivre sur Instagram ». Parce que c'est un peu le one-stop shop, on va dire, où beaucoup de choses vont se passer là, quoi. Beaucoup d'entrepreneurs pensent encore que les réseaux sociaux ne font pas vraiment vendre. Toi, qu'est-ce que tu observes concrètement chez tes clients ? Est-ce que quand ils arrivent, ils sont déjà convaincus ? Est-ce qu'ils hésitent ? Tu vois, qu'est-ce que tu ressens sur ça ? Est-ce que tu as cette objection de non, mais en fait, je vendrai jamais grâce à Instagram ? En vrai, assez peu, parce que souvent, les gens qui viennent me voir, soit ils ont déjà commencé à vendre sur Instagram, et donc ils voient qu'il y a un truc à faire, mais c'est encore les balbutiements, et ils ont envie de structurer ça et de le faire en plus grande quantité. Soit si c'est pas eux, ils ont vu qu'il y a d'autres personnes dans leur secteur pour qui ça cartonne et qui font beaucoup de business avec Instagram. Et aujourd'hui, bon, on en parlait aussi dans l'appel de préparation, tu me demandais est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels c'est pas bon d'être sur Instagram. J'ai pris un temps de réflexion parce que c'est pas facile d'en trouver. Tu vois, aujourd'hui, que tu sois dans le domaine du sales, de la finance, j'en sais rien, du bien-être, de la crypto, des avocats, tout ce que tu veux, des médecins. Enfin, aujourd'hui, franchement, je me mets au défi de trouver un domaine, un secteur d'activité sur lequel il y a personne sur Insta et ça marche pas et il n'y a pas déjà des preuves qu'il y a un truc intéressant à faire. Donc souvent, non, les gens se posent pas forcément la question de est-ce que ça peut marcher pour moi ? Enfin, pas forcément est-ce que ça peut marcher pour moi, mais est-ce qu'il y a un marché sur Instagram pour mon domaine ? Mais ils vont plus avoir la question de... c'est les questions classiques de est-ce que moi je suis légitime, qu'est-ce que je peux bien raconter, qu'est-ce que je peux ramener de plus, etc. Ça, c'est des questions que j'ai souvent, notamment avec des clients qui démarrent de quasiment zéro. Mais en fait, de plus en plus, aujourd'hui, les gens viennent parce que justement, ils sont conscients qu'il y a un truc sur Instagram et que soit c'est les tout débuts, soit ils font rien du tout et ils se disent faut pas que je loupe le train et il faut que je monte dedans. Donc il n'y a pas de cas, in fine, pour l'instant. Enfin, en tout cas, nous, on n'en a pas de... Vous nous direz peut-être en commentaire s'il y a des niches qui ne fonctionnent pas. Nous, en tout cas, on n'en trouve pas. Et est-ce que ça s'applique aussi, puisque là, on parle surtout de solopreneurs, d'infopreneurs, d'indépendants. Est-ce que pour les plus grosses boîtes, ça a le même impact ? Ouais, bien sûr. En fait, encore une fois, il y a plein de typologies de boîtes différentes, mais... je pense que l'idée, c'est de repartir de la base. Si tu veux toucher les gens, il faut aller où ils sont. Et Instagram, c'est là où sont beaucoup de gens. Donc si tu veux, toi aussi, toucher les gens là où ils sont en train de consommer du contenu, en fait, tu as tout intérêt à essayer de trouver ta propre stratégie de contenu. Aujourd'hui, que tu sois, je sais pas, même... là, on parlait d'exemple de solopreneur, mais que tu sois promoteur immobilier, si tu as une marque de fringues, si tu as... pas, une marque de décoration, enfin de papeterie en B2B, etc. Et en fait, t'as un intérêt à être présent sur Instagram et à montrer ce que tu fais. Et encore une fois, aujourd'hui, je mets au défi quiconque de me dire, moi, dans mon domaine, il n'y a personne sur Instagram. C'est probablement que c'est le défi de l'épisode. Venez nous dire quelle niche n'est pas sur Insta. Souvent, c'est que soit t'as pas assez cherché, ou soit après t'es sur une méga niche. Mais bon, bien souvent, tu peux trouver des concurrents plus ou moins indirects qui sont aussi sur ton créneau. Et d'ailleurs, c'est ce que je recommande aussi beaucoup, tu vois, c'est avant de s'y mettre, faire un gros travail d'analyse concurrentielle de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui fonctionne, les gens qui veulent parler à la même cible que moi, qu'est-ce qu'ils disent, comment ces gens réagissent à ce que eux disent. Et en fait, c'est comme ça que tu vas venir construire ta propre petite base de données mentale de ok, ça plaît, ça marche, moi aussi je devrais parler de ça, lui il a dit ça, moi je vais donner mon avis, c'est un peu différent, etc. On voit des comptes avec 200 000 abonnés qui gagnent pas leur vie. Pourquoi l'audience seule ne suffit pas ? L'audience seule ne suffit pas parce que l'audience, ça paye pas en fait. Tout simplement, le fait d'avoir des abonnés, c'est pas ça qui te donne de l'argent, tout simplement. Donc après, il y a 1001 manières de monétiser ton activité. Alors, il y a des profils qui, tu vois, ont 200 000 abonnés pour ton exemple et qui ne font qui n'ont rien à vendre directement à leurs abonnés, mais qui vont monétiser d'autres manières, soit en jouant au jeu du pur influenceur, de faire des sponsoring, des collaborations, etc. Soit derrière en ayant, une agence, si je prends ton cas par exemple, de dire en fait sur mes 200 000 abonnés, si je vends à 10 personnes, c'est très bien et j'en veux pas plus. Donc il y a des personnes qui vont jouer à ce jeu-là, mais en tout cas c'est sûr et certain que le chiffre d'affaires ou le salaire, si je prends l'individu, il n'est pas du tout corrélé et proportionnel à ton nombre de vues, ton nombre d'abonnés ou que sais-je. Et c'est quoi justement la différence entre faire du contenu viral et faire du contenu qui vend ?
C'est une bonne question. J'avais partagé d'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je montrais 2 exemples différents. Typiquement d'un resto, bah ça c'est une vidéo qui a fait des vues, ça c'est une vidéo qui vend. C'est un format que j'avais fait plusieurs fois. Enfin, un resto ou autre exemple. La différence, je vais commencer déjà par dire que il faut pas choisir l'un ou l'autre. Généralement, tu dois faire un peu les deux. Tu vois, dans une stratégie de contenu, et je pense que c'est pareil sur LinkedIn, bah, tu as des contenus où tu te dis que ça, je le fais pour essayer de me rendre visible, de faire du tofu, comme diraient les experts, tu Ouais, vois, des aller posts un chercher. peu putaclic, comme on dit. C'est ça, ou de dire, bah, le but de ce post-là, c'est pas de vendre, c'est de faire du volume, c'est de montrer ma tête au plus de personnes possible. Et ces posts-là, c'est ceux qui vont idéalement le faire plus de vues, de likes, de tout ce que tu veux. Et après, tu vas faire d'autres posts qui ont pour objectif de vendre. Là, tu vas parler de tes cas clients, tu vas dire ce que tu fais différemment de tes concurrents, etc. Ces posts-là, c'est pas ceux-là qui vont faire le plus de vues, de likes, de tout ce que tu veux. En revanche, c'est ceux qui vont t'amener le plus de prospects. Et en fait, il faut bien se dire que si tu fais que l'un ou que l'autre, ça va pas marcher. Si tu fais que vendre à longueur de journée, c'est bon, les gens ils vont pas te suivre et ils en auront très vite marre. Il faut bien se dire que ton contenu, c'est pas un prospectus de vente, quoi. Et à l'inverse, tu fais que du contenu viral, bah tu risques de tomber dans la case du mec qui a 200 000 abonnés mais qui en fait absolument rien. Donc c'est pas non plus ce que tu souhaites. Et donc la différence entre les deux, elle est là, je pense. C'est dans ce que tu vas dire, à qui tu souhaites t'adresser et le message que tu veux faire passer. Typiquement dans les vidéos, tu vois, je donnais un exemple pour un restaurant. Bah, t'as parfois des vidéos qui vont faire plein de vues parce que t'as un truc hyper esthétique, je sais pas, l'assiette elle se construit en slow motion, c'est super bien éclairé, c'est magnifique, etc. Donc c'est hyper hypnotisant et ça fait plein de vues, ça donne envie de liker, de partager tout ce que tu veux. Par contre, on sait pas où est le resto, on sait pas qui sont ces gens et je sais même pas pourquoi je devrais aller manger là plutôt qu'ailleurs. VS, un autre contenu qui va dire bah, bienvenue chez machin, aujourd'hui je vous présente le chef, il va nous préparer ça comme plat, etc. Bah ça c'est plus un truc qui va faire vendre. Je me dis ah tiens ça a l'air sympa là-bas. Et puis en plus ils disent que c'est à Bordeaux, bah je suis pas très loin, je pourrais aller y faire un tour. Donc je donne 2 exemples à la con, tu vois, mais de types de contenu que tu pourrais faire pour soit plutôt objectif vue, soit plutôt objectif vente. Et encore une fois l'important à avoir en tête c'est que faut pas se concentrer sur l'un des deux. Par rapport à ce que tu viens de dire, le fait de devoir mixer Ouais. les typologies de contenu, comment tu définirais un bon contenu business? Ce serait quoi, selon toi, en termes de pourcentage? Tu veux dire si on doit regarder l'ensemble d'une stratégie de contenu, Ouais, si on quel prend pourcentage va vendre quoi. Ouais, tu vois, si on prend Insta par exemple, tu vois, c'est souvent, j'imagine que c'est les questions que doivent aussi te poser tes clients. Ouais. Est-ce que je dois faire des reels plusieurs fois par jour? Est-ce que je dois mettre des carousels? Est-ce que je dois faire plutôt des stories? Toi, un bon modèle à suivre, c'est quoi? Je dirais que déjà, je vais préfacer en disant que ça dépend à quelle phase de ton business t'es. Si tu viens de te lancer sur Insta, ça veut dire que ton objectif, c'est pas de vendre, c'est de te faire voir. Et donc, pour te faire voir, bah, y a un outil qui est fait pour ça, c'est les Reels. Donc, ça veut dire que pendant un certain temps, tu dois mettre l'essentiel de ton énergie dessus. Si à l'inverse, tu te dis, bon, bah, c'est bon, j'ai construit une audience, je veux commencer à essayer de vendre, essayer de passer un peu plus de temps sur les stories. Parce que bah, les stories, typiquement, c'est un format qui, par essence, il est montré aux gens qui sont abonnés à ton compte, donc qui te connaissent déjà. Tu n'es pas dans une optique de me faire connaître, mais tu es dans une optique de dire, bon, bah, les gens qui me connaissent déjà, comment est-ce que je les fais passer à l'action et je les fais venir chez moi. Donc en fait, tu as différents outils à ta disposition qui ont tous un usage, un objectif différent, et il faut savoir jouer un petit peu avec eux. Moi, je considère que une grosse partie de tes efforts sur Instagram, peu importe la taille de ton audience, ça doit quand même être mis sur je dois me faire voir. Tu vois, c'est d'abord un enjeu de notoriété. Et donc, 80% de tes efforts, de ton contenu, c'est comment est-ce que je fais le plus de vues possible, comment est-ce que je gagne des abonnés, comment est-ce que je monte ma tête à des gens qui ne l'ont pas vu avant. Ou alors je la remontre à des gens qui l'avaient déjà vu. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas dans le contenu que tu dois vendre. Si tu regardes mon contenu sur Instagram, dans quasiment aucun, je parle de mon offre, mes clients, mes programmes, etc. Vraiment, je pense aucun. Ça doit être un contenu sur 50, 100, ouais, sur 50, sur 100, tu vois, très très rare. Mais par contre, j'en parle en story. Je vais dire, ah bah tiens, aujourd'hui, j'étais avec un tel, on a parlé de ça, etc. Je l'ai aidé à débloquer telle problématique, etc. J'en parle tu vois, moi j'ai un tunnel où en gros, bah, je fais du contenu. Le truc classique, c'est je fais un contenu où je parle des accroches à utiliser, par exemple. Tu veux les accroches, bah tiens, commente le mot accroche, je te les envoie en DM, c'est gratuit. Et après, tu as un follow-up de dire, bah, déjà, je te les envoie par mail, tu as peut-être une séquence.
et de dire, bon, bah, tu l'as vu, moi, mon métier, c'est d'aider les entrepreneurs à développer leur business sur Insta. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que ça t'intéresse? Et donc après, c'est plus là où tu vas parler de ce que tu fais, de ton offre. Et le tunnel classique, c'est je me fais connaître avec des Reels, j'échange en DM, je propose un appel. Et ça peut être aussi simple que ça, tu vois, de faire du business sur Insta. Donc le contenu, il faut bien se rappeler que ouais, l'objectif, c'est pas de vendre. Et pas non plus de booker des rendez-vous. C'est de montrer ta tête. Et après, il y a d'autres leviers de croissance qui vont prendre leur lait. Beaucoup d'entrepreneurs bloquent sur la création de contenu parce qu'ils pensent qu'il faut raconter leur vie. Ouais. Est-ce que c'est vraiment nécessaire finalement ou pas? Je vais dire non. Tu connais mon avis là-dessus. Moi, ça fait 4-5 ans que je poste des contenus quasiment tous les jours sur Instagram. Et je pense que 99% de mon audience ne sait pas où j'habite, ne sait pas que j'ai un fils, ne sait pas plein de trucs perso sur moi, tu vois. Je montre jamais mon assiette du matin ou j'en sais rien. Enfin, c'est pas du tout l'objet. Pourquoi? Parce que moi, je suis parti d'un constat simple, c'est que les gens, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Montrer mon assiette ou ce que j'aime, où j'habite, où j'ai fait ci ce week-end, etc. Je m'en tape. Par contre, les gens, on est tous égoïstes et égocentrés de dire, bah, toi, avec ton contenu, là, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? En quoi ça va m'aider? Et à partir du moment où tu as une stratégie de contenu qui est concentrée là-dessus, bah, en fait, c'est comme ça que tu peux mettre un pied devant l'autre. Et donc, pour répondre à ça, bah, tu n'es pas du tout obligé de partager ta life. Et c'est même, je pense, une erreur, tu vois, de commencer avec ça en tête. Plus tu commences de zéro, plus les gens, ils en ont rien à faire de ta life. Si tu penses peut-être à certains gros créateurs de contenu, tu vois, qui vont te partager du lifestyle, je sais pas, en France, les figures un peu de l'entrepreneuriat, ça va être du Anthony Bourbon ou du Yomi Denzel, bon bref, c'est très infopreneur, mais même pour revenir sur des entrepreneurs classiques dont tu vas suivre la vie, bah, tu suis leur vie parce que T'as suivi autre chose avant. T'as suivi autre chose avant et ils ont été crédibles, tu vois. Sinon, tu t'en foutrais, tu vois. Donc, je pense que c'est vraiment l'essentiel de ta strate de contenu et c'est encore plus vrai pour les marques. Si je suis une marque de chaussettes, pourquoi est-ce que j'irais m'abonner à un compte Insta d'une marque de chaussettes? Et la mauvaise réponse, c'est pour voir quels sont les nouveaux produits de la marque de chaussettes. Parce que tout le monde s'en fout, entre guillemets, tu vois, les gens ouvrent pas Instagram pour ça. Et bon, je prends l'exemple vraiment qu'est-ce que devrait faire du coup un créateur de chaussettes? Alors il y a plusieurs choses que tu peux faire. Alors je parle l'exemple parce que typiquement on est tous les deux membres du Scale Club et donc je faisais un coaching, c'était en début de semaine, il y avait quelqu'un qui avait une marque de chaussettes et typiquement sur Instagram c'était un catalogue de ses chaussettes littéralement, il nous montrait voilà les trucs. Et donc je lui ai dit en fait là ça donne juste pas très envie de s'abonner, on comprend pas pourquoi on devrait venir. Donc qu'est-ce que tu peux faire en tant que marque de chaussettes? Il y a plusieurs choses, mais déjà essayer d'humaniser, tu vois, pourquoi est-ce que tu fais une marque de chaussettes? Pourquoi est-ce que tu es différent de tes concurrents? Donc moi je crois beaucoup au pouvoir de la personnification, de dire toi en tant que fondateur de la marque de chaussettes, tu dois prendre la parole, tu dois nous expliquer comment elles sont faites tes chaussettes, comment est-ce que tu sources tes produits. Pour rester dans le domaine vestimentaire, il y a une marque comme Asphalt, tu vois, qui fait beaucoup de contenu qui vont expliquer le processus de fabrication, d'où ils viennent, pourquoi ils le font, etc. Tu pourrais aussi aller faire lui en l'occurrence c'est une marque de chaussettes de sport, tu vois, pour les sports de tennis, raquettes, etc. Va sur les terrains, va faire des interviews des joueurs de tennis qui me disent « Ah, tes chaussettes, c'est génial, avant j'avais des ampoules, maintenant j'en ai plus. » Je caricature, tu vois, mais grosso modo, c'est ça. Un micro-trottoir à la sortie d'un match de tennis de Jean-Michel qui nous dit « Alors, ces chaussettes, c'était comment? C'est révolutionnaire. » Tu vois, c'est de ce genre d'idées où je me dis « En fait, ça, c'est plus des contenus sur lesquels moi, en tant que... J'ai pas ouvert Instagram pour demander à ce qu'on me montre des vidéos de chaussettes. » Mais en revanche, si je suis intéressé, si je suis joueur de tennis, ça peut m'intéresser d'avoir le feedback d'un autre joueur de tennis sur ces chaussettes-là qui sont révolutionnaires, j'en sais rien. Mais donc l'idée c'est, en fait, il faut toujours se dire, c'est quoi la promesse de ton compte sur Insta? Pourquoi est-ce qu'un inconnu devrait cliquer sur je m'abonne? Et c'est pas une question facile, tu vois. Dans certains cas, c'est plus ou moins facile. C'est pour toi, tu pourrais te dire, parce que je vais t'aider à développer ton activité commerciale, une promesse qui est claire. Quand je suis une marque de chaussettes, c'est peut-être un peu plus dur. Mais il faut toujours se dire, un inconnu, tu vois, juste s'abonner, dans sa tête, ça coûte cher. De dire, c'est-à-dire que je vais donner mon attention à ce truc, à cette entité, cette personne ou cette marque. Ça se mérite, tu vois, tu dois proposer quelque chose en échange. Et donc, si ça, c'est pas au clair dans ta tête, ce sera pas clair non plus pour les gens qui vont tomber sur ton compte et ils vont pas prendre la décision de s'abonner, quoi. Donc, si on récapitule, on n'a pas besoin de raconter sa vie et de raconter ce qu'on a mangé le matin. Faire des vues pour faire des vues, ça sert à rien. Et où est-ce qu'est la frontière, justement, entre le personal branding et le oversharing, quoi? Parce que
il y en a qui se perdent un peu, tu vois. Je pense. Enfin, moi, des fois, je suis des comptes. Des fois, ça part dans le perso et tu te dis, mais en fait, je m'en fous. Et donc, du coup, après, tu switches et tu te dis, vas-y, j'en ai marre de regarder ce genre de story, quoi. Oui. C'est une bonne question. Et parce que à l'inverse, tu vois, enfin, je veux pas non plus qu'on comprenne ce que j'ai pas dit, à savoir, tu as aussi tout un intérêt et certains bénéfices à justement à faire du vrai personal branding, au sens pas juste parler de mes chaussettes, mais parler de pourquoi je l'ai fait et de parce que, j'en sais rien, mon grand-père était fabricant de chaussettes et j'ai repris le truc familial, etc. Tu vois, la frontière, elle est Ça, c'est fine. le storytelling, en fait. Enfin, tu vois, c'est un peu comme toi, tu vois. Les gens, ils ont l'impression de te connaître, mais finalement, ils savent pas où t'habites, ils savent pas ce que tu fais de tes week-ends. Tu vois, tu racontes des choses qui te construisent en tant que, on va dire, business au sens large, mais pas en tant que vraiment personne Maxence Tison, quoi, tu vois. Ouais. En vrai, la frontière, elle est, je pense, différente selon les personnes. Tu vois, il y a des personnalités, et je m'inclus dedans, où je me cantonne quasi exclusivement à plus, je fais du contenu, où je donne de la valeur et je raconte rien sur ma vie. T'as d'autres personnes, en gros, t'as le créateur de contenu et l'influenceur. Tu vois, c'est les deux extrêmes. Le créateur de contenu, c'est un acte dénué d'ego. Je fais du contenu pour les autres. Et l'influenceur, à l'inverse, c'est un acte avec plus d'ego, où je fais du contenu pour partager ma vie. J'ai aimé, enfin, je caricature, tu vois, mais j'ai aimé ce shampoing, il est génial, achetez-le. Et la réalité, c'est que c'est bien souvent pas l'un ou, enfin, c'est pas tout l'un ou pas tout l'autre. Tu vas venir te positionner sur cette échelle entre les deux, tu vois. Moi, je suis très de ce côté créateur de contenu. D'autres vont venir placer le curseur un petit peu plus à gauche en disant, j'ai envie de partager aussi en fait mes opinions et ce que je pense sur plein de sujets, mon industrie ou même ce qui se passe dans le monde, en politique ou ce que tu veux. Il y en a qui le font, tu vois. Et certains vont même s'en servir comme presque acte de communication, tu vois, d'apporter son soutien à telle ou telle cause, etc. Donc je pense que libre à chacun de venir se placer sur le curseur entre les deux. Mais par contre, ce qui est important pour moi, c'est aussi de faire comprendre aux gens que t'es pas obligé de le faire. T'es pas obligé. Tu vois, tu peux te placer sur le curseur. Il y en a plein il y a plein de personnes qui veulent pas se lancer justement sur les réseaux pour ça. Ouais. Parce qu'ils disent, non mais moi je veux pas d'expliquer, dire, machin. Donc toi, c'est vrai que t'es un super exemple pour ça. Mais il y en a plein, tu vois, et enfin on en connaît tous. Peu importe tes domaines d'intérêt, tu vois, si t'es je sais pas, fan on parlait de tennis, ou si t'es fan de, je sais pas, je cherche autour de moi des trucs. Si t'es fan de sneakers, tu vois, et je suis sûr qu'il y a des gens qui parlent de basket, qui parlent de mode, etc., et sur lesquels tu sais rien de leur vie. Peu importe ton domaine d'activité, tu peux toujours trouver des exemples de créateurs de contenu qui deviennent presque des mini-médias, tu vois, sur lesquels il y a une vraie séparation entre leur personne et ce qu'ils vont raconter. Si quelqu'un veut se lancer aujourd'hui sur Instagram pour son business, par quoi il commence ? Pour moi, la première étape, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment faire une grosse analyse concurrentielle. Ce que j'entends par là, c'est, tu vois, on va prendre l'exemple de, je sais pas, un mec allez, un prospect avec qui je te téléphone hier, qui est conseiller en gestion de patrimoine. Donc, il parle de domaine de finance, d'investissement, etc. Il veut se lancer sur Instagram. C'est pas le premier CGP ou c'est pas le premier mec à parler de finance à vouloir se lancer sur Instagram. Tu ouvres Instagram, tu vas taper tes mots-clés, finance, investissement, bourse, que sais-je. Tu regardes ce qui sort. Tu regardes automatiquement, Insta va te proposer des contenus qui ont bien marché. Tu as plusieurs centaines de milliers de vues, parfois des millions de vues, etc. Tu cliques dessus, tu regardes qui est le mec qui a posté ce truc. Tu vas t'abonner. Quand tu t'abonnes, Instagram te propose 10 ou 15 comptes qui sont avec des audiences similaires. Tu cliques, tu regardes ce qui te paraît pertinent. Et bref, tu finis avec un énorme listing. Tu vas me lister au moins 30, 50 contenus, 50 créateurs de contenu dans ce domaine-là. Tu me fais un listing de ceux qui te paraissent le plus pertinents. Tu vois, sur les 50, tu vas peut-être te dire, bon allez, il y en a 10, je me reconnais vraiment, et c'est ma vibe. C'est ça que j'aimerais faire. Ouais, c'est ça que j'aimerais faire. Et sur ces 10-là, aujourd'hui d'ailleurs, tu peux le faire de manière automatisée. J'allais te dire, est-ce qu'on ne pourrait pas demander à notre ami Claude, on lui envoie tout ce que je te dis, tu peux l'automatiser. On envoie les profils à Claude et il se débrouille. Exactement. C'est littéralement ce que j'ai fait pas plus tard que lundi. T'envoies ces 10 ou 15 profils à Claude. Tu dis, tu vas me scraper les données des 30 derniers posts chacun. Donc 10 fois 30, ça te fait 300 posts. Et tu me les classes par nombre de vues et aussi par ce que j'appelle un score de surperformance.
En gros, t'as... Si en moyenne il a 100 vues et que là il en fait 500. Exactement, c'est je suis tes posts, ouais, tu vois. Je vois ça. Non, mais parce je me suis renseigné avant que tu viennes. Hein. Je vois ça bosse ici, hein, ça bosse. Non, mais en gros, quelqu'un qui fait 10 000 vues alors qu'en moyenne il en fait 50 000, bah c'est nul. Alors que quelqu'un qui en fait 10 000 alors qu'en moyenne il fait 2 000, je préfère aller regarder ce gars-là. Donc, tu regardes ce qui se passe et une fois que t'as allé... en fait, après, tu vas analyser ses contenus. Et Claude, du coup, il fait quoi? Claude, déjà, il peut te faire ce listing. Déjà, il te fait ce listing, c'est génial. Ouais. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est beaucoup. Parce que franchement, c'est du taf. Et après, honnêtement, alors ouais, tu peux automatiser une partie, mais je pense que c'est important que tu t'imprègnes de ce qui se dit, tu vois. Et une fois que tu as ce classement, tu m'ouvres les 5, 10, 20 contenus et tu regardes de quoi ça parle, c'est quoi le sujet, c'est quoi l'accroche, quels sont dans les 3 premières secondes, qu'est-ce qui se passe, quels sont les mots qui sortent de sa bouche, qu'est-ce qu'on voit à l'écran. Donc le format, c'est très important. Il y a 3 ans, faire du contenu sur Insta où je me posais dans ma chambre face caméra et je parlais pendant 1 minute, ça marchait, aujourd'hui ça marche plus. Tu vois, ce contenu-là, les gens, ils ont un temps d'attention qui est très limité et c'est très difficile de réussir à capter l'attention sur un format très court comme ça. Donc tu regardes le format et après tu te dis, t'as ces 3 briques, sujet, hook, format. Et parmi les briques qui sont utilisées, tu dis ok, je constate que dans les sujets, il y a ça qui marche bien. Dans les accroches, j'ai vu ça marche bien. Et dans les formats, j'ai vu ça. Donc tu as plein de briques. Et après, tu peux t'amuser à reproduire des contenus que tu as vus, soit reproduire, tiens, lui, il a fait un contenu sur, si je reprends la finance, j'en sais rien, comparaison entre un mec qui se met à investir à 30 ans vs à 40 ans. Moi je vais faire un contenu différent s'il avait investi non pas en bourse, mais plutôt en Bitcoin. Bon, je dis une connerie. Et tu répliques en fait. Tu as déjà les ingrédients. Il faut considérer qu'une bonne vidéo sur Instagram, ou de manière générale sur tous les réseaux, c'est une recette. Tu vois, as plein d'ingrédients. Et en faisant ce travail d'analyse, c'est comme tu regardais un livre de recettes. Et tu dis, ah ok, tiens, il y a ça qui marche, il y a ça qui marche, il y a ça qui marche. Et tu vas essayer de reproduire cette recette. Certains vont reproduire exactement la recette, d'autres vont changer des ingrédients. Tiens, moi j'ai pas ça chez moi, je vais remplacer par ça, etc. Mais je considère que si tu te lances vraiment de zéro, tu dois avant tout apprendre à répliquer ce qui se fait et ce qui marche. Tu vois, si demain tu te lançais dans l'art, puisqu'on a une magnifique œuvre d'art derrière nous, tu te dirais pas je prends un stylo et je suis l'inspiration. Tu vas dire non, je vais étudier qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui m'inspire. Qu'est-ce qui me plaît. J'adore cette œuvre, je vais essayer de la refaire, comment il a fait le mec. Tu vois, c'est pareil en termes de contenu. Putain, cette vidéo, elle est bien foutue. Et le fait d'essayer de la refaire, tu vas toi-même comprendre ce que ça a impliqué en termes de production de contenu. Ah ok, il a écrit ça comme ça. Visuellement, il s'est passé ça. Au niveau du montage, il a utilisé telle technique, etc. Et c'est comme ça que tu vas construire ta propre bibliothèque de savoir-faire, tu vois, et de connaissances sur les réseaux. Et est-ce que Claude te permet, donc au cas où pour ceux qui ne connaîtraient pas notre ami Claude c'est... Il n'est pas avec nous dans la salle. Il n'est pas là, mais c'est... Non, parce que des fois, on me dit que sur les podcasts et les épisodes, on parle des choses et on précise pas. Mais donc, du coup, là, je le précise, mais c'est quand même, on est quand même en plein dedans. Donc, Claude, c'est une intelligence artificielle. C'est le copain de ChatGPT. Enfin, je crois qu'en ce moment, ils sont pas trop copains, mais voilà. Et ça permet d'automatiser plein de choses. Et donc, est-ce que si on donne à Claude des profils Instagram, donc il va pouvoir les trier, regarder, etc., est-ce qu'il lit aussi les vidéos? Alors, malheureusement, Claude, non, fait pas ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres intelligences artificielles qui font ça. En fait, pour tout ce qui est aujourd'hui images et vidéos, c'est plutôt Google qui est leader là-dedans. Donc Gemini, par contre, typiquement, tu lui donnes une vidéo, il est capable de dire, ok, dans la vidéo, il dit ça, il se passe ça, il y a ça à l'écran, etc. Donc tu pourrais même aller aussi loin que, j'avais testé, tu vas mettre en place des process un peu avancés, où le process que je t'ai décrit juste avant, où tu fais le scrapping, tu vas me chercher les infos, tu rajoutes une étape d'après, et tu dis, ok, maintenant sur le top 15 des vidéos que tu as identifiées, je veux que tu ailles les analyser en profondeur, que tu me sortes le transcript, que tu m'expliques pourquoi ça a marché, que tu me donnes le hook, tu me donnes visuellement qu'est-ce qui se passe dans la vidéo. Et ça, tu peux le faire aussi aujourd'hui. Donc honnêtement, je pense que si tu démarres, tu n'as pas besoin de te prendre la tête avec c'est sûr, mais voilà, c'est pour tirer vraiment l'idée jusqu'au bout. Mais tu vois, moi, typiquement, aujourd'hui, j'ai mis en place des systèmes où tous les lundis, j'ai un rapport qui me dit, tiens, dans ta niche, il y a ça comme contenu qui a marché la semaine dernière. Parce qu'il y a eu telle accroche, tel format, en ce moment beaucoup de gens parlent de ça, on dirait que c'est un sujet qui intéresse. Ça tu l'as automatisé à 100%? Ouais, ça c'est automatisé à 100% et
Tu l'as automatisé avec quoi? Un N8N ou un truc comme ça? En l'occurrence, j'avais automatisé avec du N8N et Ouais. maintenant j'ai fait sur Claude. Ah ouais, carrément, tout ça. Ouais, sur Claude, on va pas artefact, rentrer dans les détails ouais. techniques, mais en gros, ouais, tu peux automatiser ce genre de choses assez facilement. Enfin, facilement. Faut vouloir bidouiller Ouais, un c'est peu, ça. tu vois, on est encore là avec Claude, mais il n'y a plus vraiment de limite à ce que tu peux faire. Donc là, tu nous as expliqué quelles étaient les premières étapes qu'il fallait faire. Donc si demain tu as un client, c'est la première étape que tu vas lui demander. Tu analyses aussi beaucoup les contenus qui marchent sur la niche en question. Après, tu parles souvent du hook. Pourquoi les 3 premières secondes d'une vidéo sont décisives? Les 3 premières secondes d'une vidéo sont décisives parce qu'on a tous le pouce hyper actif qui est prêt Il est là. Ouais, il est prêt à scroller, tu vois, te dire ouais, laisse ça, je te laisse une seconde sinon je scrolle. Non mais je rigole, mais c'est littéralement c'est ça. ça. Tu vois, quand tu es en train de scroller sur Instagram, en fait, il faut et Instagram, encore une fois, je parle d'Insta, mais c'est pareil pour tout. LinkedIn, le hook TikTok est hyper encore important plus. aussi, TikTok encore plus. Nos cerveaux humains, ils sont tellement habitués à consommer du contenu sur les réseaux qu'aujourd'hui, on parle des 3 premières secondes, mais moi, je parle souvent même de la première image, c'est la first frame de ta vidéo, qui est devenue capitale parce qu'en fait, ton cerveau, il a même pas besoin de 3 secondes pour décider si est-ce que ce truc m'intéresse ou pas. Et donc, ce qui se passe vraiment au tout début, ben, tu as déjà 80% de la décision qui est prise de est-ce que je vais regarder ou est-ce que je vais pas regarder. Donc bah, c'est pour ça que en fait, c'est hyper important. Et c'est parce que l'accroche, donc la première image et les 2-3 premières secondes sont responsables de 80-90% du succès ou de l'échec de ta vidéo, ça veut dire que tu dois aussi mettre 80-90% de ton énergie sur ces premières secondes. Et sur LinkedIn, je sais que c'est pareil, tu vois. Moi, typiquement, quand mes clients viennent me voir avec un contenu en me disant bah, tiens, j'ai fait ça, qu'est-ce que t'en penses, comment je peux l'améliorer, bien souvent, je vais regarder les 3 premières secondes et le reste, je dis, je m'en fous. Enfin, en fait, soit j'ai compris ce que tu vas faire, soit je dis, ça m'intéresse pas, tu délivres voilà, l'info que tu as délivrée, je te fais confiance, c'est ton truc, c'est pas mon domaine. En revanche, sur les 3 premières secondes, comment est-ce que ça, on peut l'optimiser et on peut l'améliorer pour que ben, ce pouce, justement, il s'arrête, il se déclenche pas. La question que tout le monde se pose, combien de fois par semaine il faut publier C'est une bonne question. pour que ça marche? Ouais. Parce que alors, il y en a, des fois, j'entends, ils publient genre 15-20 vidéos par jour. Ouais. Après, si celle qui n'a pas marché, ben, il les retravaille et il les reposte. Donc en fait, tu vas sur le compte, peu importe, Instagram, TikTok, etc. Tu peux avoir 15 fois la même vidéo, mais un petit peu optimisée. Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Une manière que j'utilisais pendant un moment, c'était de dire autant que tu peux sans dégrader la qualité. Donc tu vois, ça veut dire ben, si tu peux poster tous les jours en disant bah, tous les jours tu te dis je suis fier du post que je sors, c'est vraiment quali, j'ai pu bien le bosser, etc. Et ben tant mieux, fais-le. Sinon, bah diminue. Si tu pourrais même faire plus, bah plus. Mais en fait, souvent, t'arrives vite à un cap où poster plus veut dire diminuer la qualité. Donc c'est le premier truc à avoir en tête. Et notamment pour des profils qui démarrent, tu vois, on se pose souvent la question de quantité vs qualité. Je considère que la qualité vient de la quantité. Tu vois, c'est parce que tu fais beaucoup que tu vas faire bien. Et encore une fois, si tu voulais devenir artiste, ben c'est pareil. Si je te donne 10 heures pour me sortir le meilleur tableau possible, tu vas pas passer 10 heures dessus. Je préfère que tu passes 1 heure sur 10 tableaux différents et tu te dis, ah c'est bon, au bout du 10e, j'ai compris le truc. Donc la qualité vient de la quantité. Mais ouais, une fois que ça s'est dit, moi je considère qu'un bon rythme, c'est entre 3 et 7 posts par semaine. C'est pareil que pour la prospection. Hein. Si tu fais un appel à froid, il risque d'être moins bon que ton centième, quoi. Ouais, bah, de toute façon c'est le cas dans tellement en de fait, choses. tu apprends tellement en faisant, mais c'est comme tout. Tu vois, les sportifs de haut niveau, ils sont pas devenus experts dans leur domaine. Exactement, c'est vraiment la force de la répétition, etc., etc. Entre 3 et 7 par semaine, je pense que c'est bien, parce que moins de 3, c'est trop peu, et en fait, c'est pas que ça peut pas marcher, mais si ça marche, ça va mettre beaucoup de temps avant que ça vraiment que tu aies un momentum, tu vois. Donc tu risques de te démotiver bien avant et d'arrêter. Parce qu'en fait, les gens, ils s'abonnent à toi parce qu'ils te voient, ils te revoient, ils te revoient, ils se disent, bon, vas-y, en fait, ça m'intéresse, je veux suivre ça au quotidien, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même en tant que toi, producteur de ce contenu-là, on parlait juste avant, tu vois, de la quantité, de la répétition. Et ce qui est important, c'est pas seulement de répéter, mais c'est de s'améliorer à chaque répétition. Si tu postes une fois par semaine, ben, tu vas t'améliorer 7 fois moins vite que si tu postes une fois par jour. Donc pour atteindre un certain niveau où tu te dis, ben, mes premières vidéos, ça y est, ça commence à avoir de la gueule et je commence à avoir des résultats,
bah, ça va mettre 7 fois plus de temps que si tu postes tous les jours. Donc après, faut trouver ton équilibre et comment tu veux te positionner par rapport à ça. Mais ouais, moi je dis souvent à mes clients, ça sert à rien de vous lancer si si vous voulez faire un post par jour. Vous allez vous démotiver et dans 3 mois, même pas, dans 1 mois, tu me dis bon, bah j'arrête parce qu'il se passe rien. Tout à l'heure, tu nous as rapidement parlé de la monétisation, enfin, de comment on venait monétiser une audience. Donc, soit on est plus en mode influenceur et on fait du placement de produits et on vend ça grâce à une audience qui est conséquente. Soit on fait comme toi, on crée ce qu'on appelle des funnels d'acquisition où derrière, tu as un outil comme ManyChat dont tu nous as parlé pour automatiser en fait toutes tes conversations. Et concrètement, est-ce que tu peux nous en raconter un petit peu plus comment ça fonctionne? Donc ManyChat, pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, pour expliquer un petit peu, c'est un outil d'automatisation de ta messagerie sur Instagram. Je suis sûr que vous avez tous déjà tombé sur un contenu qui dit en gros à la fin commente, guide et je t'envoie le truc gratuitement. Et ben ça c'est automatisé avec ManyChat pour que dès qu'il y a quelqu'un qui commande guide, automatiquement le message y soit envoyé. Donc ça c'est la version 0, tu vois, où tu as un déclencheur et un message. Ça marche aussi sur les stories. Ouais, ça marche aussi sur les stories. Parce que tout à l'heure, j'ai commenté la story d'une copine et j'ai reçu un message automatique qui me dit qu'est-ce qui t'a donné envie de m'écrire? Et donc, ça va que je sais, tu vois, qu'il y a ManyChat derrière, mais tu te dis, mais c'est pas filtré, quoi. Tu vois. Oui, non, mais ça, faut bien jouer avec. Faut bien jouer. Hein. Mais donc, ça marche aussi sur les stories. Et ça marche que pour Insta? Alors, ManyChat, ça marche sur Insta et sur Facebook. Ok. Sur tes Reels sur Facebook ou tes Stories, c'est pareil, tu peux aussi Parce que tu vois, TikTok, pour avoir testé, tu vois, des fois de recevoir des leads magnets, etc., je n'ai jamais reçu via TikTok. Ça marche pas. Tu vois, genre commente, jamais. Jamais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parlait au début, TikTok est relativement limité en termes d'interaction. Je crois que la plupart des comptes sur sur TikTok, par défaut, tu peux pas leur écrire si eux ils sont pas abonnés à toi. Donc en fait, t'as commenté, mais je te l'envoyer, je mais peux sur pas LinkedIn, parce que tu peux pas faire de DM si la personne n'est pas en relation de premier niveau. Hein. Ouais, mais donc d'où le like, commente et ajoute-moi. Tu vois, enfin c'est ça. Ouais, c'est pour ça que c'est plus compliqué. Mais donc ça marche sur Instagram, sur Facebook. Je crois qu'ils sont en phase pour essayer d'arriver sur TikTok aux États-Unis. C'est en train d'être mis en place. Tu mets en place cette automatisation, tu commandes ça, tu reçois ça, c'est génial. Et après, tu peux aller. La première étape pour aller plus loin que ça, c'est installer un message de relance, de dire tiens, tu m'as demandé mon guide pour investir mon argent, tiens, je te le donne. Et 30 minutes après, tu vas avoir un autre message. Et coucou, alors le guide, t'en as pensé quoi? Ça t'a plu? T'en es où? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Bon, pas toutes ces questions, mais une d'entre elles, tu vois, pour essayer d'ouvrir la conversation. Et après, amener à potentiellement un appel et devenir client. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, ça peut être Qu'est-ce qu'on peut mettre en niveau 2 tu peux demander justement à ce que les gens s'abonnent avant que tu envoies la ressource. Tu peux dire tiens, t'as commenté guide, abonne-toi si tu veux que je te l'envoie. Donc ça peut monter ton. C'est une fausse promesse quand même, parce que si tu dis il faut commenter pour que je te l'envoie, tu commentes, après tu dis il faut maintenant s'abonner. Quelle sera la troisième étape? Chacun l'utilise chacun voit midi à sa porte, chacun l'utilise comme il le sent. Mais il y a ça. Après, et donc les versions un peu plus avancées, c'est des versions où tu vas, par exemple, typiquement poser une question, genre, si je reprends l'exemple des CGP, de dire tiens, t'en es où sur tes projets d'investissement? La personne va te répondre naturellement dans ses DM en je suis en train de commencer à investir en bourse. L'IA peut analyser cette réponse, catégoriser cette réponse et mettre cette personne dans un des 3 ou 5 buckets de prospects que tu auras prédéfinis, grand débutant, touriste ou prospect chaud à relancer. En fonction de la catégorie, t'envoyer un message différent. Et ça peut être un message vocal, ça peut être une ressource différente, de dire si l'IA capte que c'est un gros portefeuille, un client potentiellement intéressant, faire en sorte que tu prennes la main manuellement ou que tu envoies directement telle ressource qui permet de prendre un appel avec toi. S'il capte que c'est un grand débutant, lui donner plutôt cette vidéo sur YouTube qui est une formation gratuite dans laquelle il va pouvoir se former et peut-être aller vers des produits adaptés à lui. Donc tu peux avoir un espèce d'arbre de décision qui se fait directement dans tes DM sur Instagram. Et moi aujourd'hui j'ai beaucoup de choses qui sont automatisées dans mes DM, tu vois, et ça me permet de... Il y a, je sais pas combien, mais des
des dizaines, c'est sûr, et peut-être selon les jours, des centaines de conversations qui sont déclenchées sur mon Insta. Et en fait, moi, je suis sollicité sur, je sais pas, 3, 4, 5 par jour, tu vois, quand il y a vraiment besoin d'un vrai humain derrière qui traite le message. Et comment tu définis justement si tu laisses l'IA répondre ou si c'est toi qui reprends la main? Bah, en fait, moi, dans mon cas, bien souvent, ça va rediriger vers soit un appel, soit une ressource selon le cas. Et il y a certains cas où bah, en fait, la personne ouvre la conversation et me pose une question qui sort du cadre ou à la fin du flow, tu vois, et où bah, là, je vais prendre la main et m'en servir si besoin. Donc c'est comme ça que tu passes de vue à interaction, à conversation et ensuite client. Et franchement, le tunnel, il peut, et voire même il doit être aussi simple que ça, tu vois. Je pense vraiment que, on parlait funnel, envoyer vers telle page, capter l'email, après ça envoie des séquences et tout. Ça marche, ça a marché, je pense que ça va continuer à marcher, mais je pense de moins en moins. On arrive dans un modèle où les gens ont besoin d'avoir un écosystème de confiance avant de se dire j'ai envie de travailler avec toi. Typiquement, toi, Pauline, peut-être que les personnes qui nous écoutent t'ont découvert sur LinkedIn, ont vu passer un post, 2 posts, 3 posts. T'as partagé, je sais pas, une ressource gratuite que t'as donnée. Ils se sont dit, tiens, ça a l'air intéressant ce qu'elle fait. Ah tiens, elle a un podcast, je vais aller regarder. Et en fait, au final, sans jamais forcément donner leurs coordonnées ou exprimer un intérêt, mais quelqu'un qui a vu un post de toi il y a 3 ans, peut-être continue à te suivre et continue à voir ce que tu fais. Et demain, son cousin dit, ah, j'ai des problèmes commerciaux dans ma boîte. Et il va dire, ah bah tiens, Pauline, j'ai pensé à toi. Donc c'est ça un peu la magie de la création de contenu, du personal branding, etc. Mais c'est exactement ce qui se passe de toute façon aujourd'hui. Oui, voilà, bien sûr. C'est comme je sais plus avec qui on discutait la dernière fois. Tous mes clients, on va dire 95% de mes clients n'ont jamais commenté un de mes posts LinkedIn, n'ont jamais liké un de mes posts. Ouais. Mais par contre, quand ils prennent rendez-vous dans mon agenda, le premier truc qu'ils me disent quand je les appelle, c'est je t'ai vu sur LinkedIn, tes vidéos, tes nanani, nanana, tout le temps. Ouais, et donc ils arrivent dans l'appel, pas pré-closé, mais presque, en tout cas très chaud. En tout cas, ils savent pourquoi ils prennent rendez-vous. Ils savent pourquoi, et puis ils savent pourquoi ils ont pris avec toi et pas pour un autre. C'est ça. Ils sont pas juste, on est là en train d'explorer les différents prestataires possibles. Ça peut arriver, mais c'est très très à la marge. Oui, bien souvent, on a vu de toi, Pauline, ce que tu fais, ce que tu penses, comment tu bosses. Ça m'intéresse, dis-moi en plus. Et donc ça va beaucoup plus vite derrière, quoi. C'est ça. Est-ce que y a quelque chose qu'on n'a pas dit dans cet épisode et qui serait pertinent? Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée où tu te dis, en fait, je le vois moi dans mes accompagnements, ça c'est hyper important ou pas? La notion de motivation. Il y a plein de gens qui en fait se lancent et au bout d'1 mois disent ah j'en ai marre, mais en fait ça marche pas comme ça. Non. Y a des gens qui se posent des questions sur j'ai envie de le faire, mais j'ai pas envie de me montrer. Est-ce que c'est possible? On a dit que oui. Alors sans se montrer, sans raconter sa vie perso. Sans raconter sa vie complètement. Alors sans se montrer, aujourd'hui avec l'IA, il y a plein de comptes qui font des vues. Est-ce qu'ils vendent ça? Je sais pas. Je pense qu'effectivement pour vendre c'est peut-être plus compliqué. Parce que aujourd'hui tu achètes surtout l'humain qu'il y a derrière le produit ou le service. Ouais. Typiquement, tu vois, l'IA, c'est un sujet dont on peut parler. Et moi, pour le coup, là, on est mi-mars, c'est un sujet sur lequel je suis en train de diguer à fond et d'explorer. Je passe mes soirées dessus sur la génération de vidéos en IA. Et typiquement, je commence à me poser la question de dire, ma prochaine vidéo, pourquoi je devrais la tourner alors que je peux faire mon clone et je peux le faire parler et ça peut mais c'est ton clone de toi. Ouais, tu vois ce que je veux dire, c'est mais donc ça, caché, quand même, ça ouvre des portes en termes de perspective, de dire, attends, du coup, en termes de... Ça veut dire que si je peux publier tous les jours sans dégrader la qualité, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10 fois par jour, pourquoi je le fais pas, en fait? Donc il y a ça. Alors, honnêtement, jusqu'à il y a pas si longtemps, j'étais le premier à dire, les vidéos IA, franchement... Pas méfiez-vous, mais... On en avait parlé, je sais pas si tu te souviens quand... je me souviens plus. En décembre. Ah ouais? Quand on était rentré du lancement du Scale Club, on avait justement parlé de l'IA et tu avais dit pas trop, etc. etc. Mais franchement, jusqu'à mais parce vraiment que c'était pas pas qualitatif. Ouais. C'est comme moi aujourd'hui, je dis le call calling avec l'IA, no way. Mais par contre, je regarde, et le jour où effectivement je pourrais me cloner ma voix et faire la prospection avec ma... Mais voilà, il y a plein de choses qu'il va falloir qui se passent avant de pouvoir le faire par contre. Là typiquement, je pense qu'on est à un point d'inflexion, tu vois, où je suis en train de retourner ma veste entre guillemets, où je me dis en fait là, et je pourrais te montrer après des exemples de comptes Insta, c'est 100% de l'IA,
Et 90% des gens ne s'en rendent pas compte. C'est ça. Et donc ça, c'est un truc qu'il n'y avait pas encore il y a 6 mois. Tu t'en rendais compte, ça se cramait. Si t'es à moins d'être ma grand-mère, tout le monde le voit, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Ouais, Et donc carrément. ça ouvre quand même un champ de perspective. Je pense c'est le cas pour toi et moi en tant que créateur de contenu. Dire, bon, bah, en fait, effectivement, je peux en faire beaucoup plus, c'est facile. En tant que marque, je reprends l'exemple de ma marque de chaussettes. En fait, mon interview du joueur qui porte des chaussettes, je peux la faire en IA en fait. Donc ça ouvre vraiment le champ des possibles. Tu peux faire mon full shooting avec Puis qui je veux, où je veux, tu etc. prends de l'énergie pour réfléchir à ce que tu vas faire, mais derrière la création, le tournage, parce que ça prend beaucoup d'énergie de Bien sûr, créer du contenu. Ouais. Tu as toute la phase de préparation, tu as la phase de tournage, Ouais. où il faut être en forme, etc. Tu as toute la phase de montage. Pareil, aujourd'hui, toi, tu conseilles à tes clients de déléguer la création du contenu, enfin le montage, ou c'est eux qui le font? Parce que pareil, pas tout le monde est apte Ouais. à monter des vidéos. Alors bien souvent, je conseille quand même d'apprendre à le faire soi-même, à minima pour commencer. Et en vrai, oui, tout le monde n'est pas apte, mais franchement, aujourd'hui, c'est devenu facile. Tu vois, les logiciels de montage vidéo, tu joues avec CapCut, un enfant de CP sait faire une vidéo, tu vois. Oui, mais Donc, tu vois, il y a une différence entre oui, savoir-faire et avoir cutter, le temps. monter, etc. Et puis rajouter, tu vois, le bon look visuel, enfin, tu vois, les impacts, le son. Enfin, tu vois, c'est un métier quand même. Ouais, bien sûr. Mais encore une fois, je dirais que la barrière technique, elle est pas si insurmontable, tu vois. Et si tu t'y mets sérieusement, tu peux vite monter en compétence. Mais généralement, l'enjeu, il est pas tant est-ce que je sais le faire, c'est est-ce que je dois le faire. Au sens, moi, typiquement, c'est plus moi qui monte mes vidéos, tu vois. J'ai une personne dans mon équipe qui m'aide là-dessus, qui le fait. Parce que je considère pas forcément que c'est sur toutes les étapes de la création de contenu l'acte stratégique sur lequel je dois passer mon temps. Donc c'est plus une question de est-ce que je dois le faire moi ou le déléguer. Mais je conseille quand même de mettre les mains un peu dans le cambouis pour savoir ce que ça représente, pour toi aussi identifier ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bon, moi je suis plutôt partisan de dire avant de déléguer, fais toi-même et comme ça tu te feras pas avoir quoi. Exactement. Donc ouais, quand même plutôt apprendre à s'y mettre, à mon avis, c'est important si tu... En fait, je considère que la création de contenu, après moi je suis peut-être biaisé parce que je bouffe de ça matin, midi et soir, mais je considère que pour certains business, et t'en as un bon exemple, ça peut être tellement important dans ton business, et ça peut être littéralement ton canal d'acquisition numéro 1, que j'ai vu, tu vois, des entrepreneurs, à mes yeux, faire l'erreur de dire « Tiens, je te donne les clés de ma marque personnelle sur les réseaux, débrouille-toi, fais ce que tu veux, t'inquiète, je te fais confiance. » Et en fait, au mieux, tu te retrouves avec un truc dans lequel tu te reconnais pas trop, etc. Et au pire, tu as un truc avec lequel tu n'es pas du tout aligné et ça marche pas. Et tu as une marque personnelle qui s'est créée, mais toi, tu es incapable de l'entretenir. Donc c'est un truc bizarre, tu vois. Au final, tu te dis, C'est comme... compliqué à suivre, quoi. Ouais, ça ne deviendrait pas à l'idée de déléguer ton identité, tu vois. Et ta communication, c'est un reflet de ton identité. Donc en tout cas, pour commencer, à mes yeux, c'est important de soi-même mettre les mains dans le cambouis avant d'éventuellement de se faire aider. Et je pense que d'ailleurs, pour la partie commerciale, je peux entendre ton avis là-dessus, mais généralement, les marques qui débutent, tes clients, ils ont d'abord commencé à le faire eux-mêmes avant de se dire je délègue, non? Ça dépend. Ouais. Nous, on a des boîtes qui n'ont pas de commerciaux. Ou alors, ils ont déjà vendu, mais en fait, ils ont vendu par leur réseau proche, leur réseau de premier niveau, les connaissances, le bouche à oreille, etc. Et ensuite, ils veulent passer un petit peu à l'échelle et c'est là qu'on intervient. Après, on a des clients qui créent un nouveau produit ou un nouveau service et qui savent pas trop comment aller valider que ce qu'ils sont en train de construire va aider vraiment la cible en question. Et donc, du coup, là, on fait justement, tu vois, on fait du phoning, mais pour justement aller chercher de l'information, dire voilà, au vu de votre expertise, est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur tel ou tel sujet? Ouais. Tu vois, tu vas plus aller questionner, en fait, plus que d'aller chercher un rendez-vous pour faire une présentation derrière. Puis après, on a des clients qu'on dit commerciaux et nous, on vient en renfort et support en plus de ce qu'ils peuvent faire déjà en interne. Mais ouais, ça... Après, c'est sûr que si la personne, elle ne sait pas encore quel va être son persona, d'abord, on va réfléchir à son persona, tu vois. Donc, ok, intéressant. Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Ça me va. T'as pas rien, petit truc là, non? C'est bon? Tu Comme nous as ça, tout dit? Je crois que je vous ai tout dit. Bon, c'est parfait. Puis au pire, si on veut en savoir plus, qu'est-ce qu'on fait?
on s'abonne à Maxence. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais ouais, si vous avez des questions ou autres, Ouais. sur Insta ou sur LinkedIn, vous saurez où me trouver. Bah, écoute, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Pauline, pour l'invite, c'était très cool. Et, Bah ouais, top l'épisode, merci, tu nous as donné plein d'infos, plein de tips. Et du coup, il n'y a plus qu'à. Et je tiens à mentionner pour ceux qui nous écoutent, bravo à toi, Pauline, pour la prépa, l'organisation du podcast, parce que c'est pas le premier que je fais, et franchement, c'est très bien ficelé, donc bravo à toi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci Maxence. Plaisir. Salut à tous. Ciao. Franchement, ce que je retiens de cette discussion, c'est qu'Instagram n'est pas un concours de popularité. Les vues, les likes, les abonnés, tout ça ne veut rien dire si derrière il n'y a pas de business. Ce que montre Maxence, c'est que le contenu peut devenir un vrai canal d'acquisition. Mais à condition de comprendre une chose. Tu ne crées pas du contenu pour parler de toi, tu crées du contenu pour aider, intéresser et convertir. Merci Maxence pour ces conseils hyper concrets. Et si vous écoutez cet épisode en vous disant que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour vous, posez-vous peut-être la vraie question. Est-ce que vous utilisez les réseaux ou est-ce que vous les subissez ? Et voilà, c'était Book and Talk. Maintenant, si tu veux aller plus loin dans ton business, forme tes commerciaux à la prospection avec Boucan Academy ou confie ton développement à Boucan Factory. Et si t'aimes le concret, le vrai et un peu de bruit dans ton feed, retrouve-moi sur LinkedIn, TikTok, YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. Et bien sûr, abonne-toi!